Ça fait un bon moment, un long moment, presque 3 heures qu'on attend la décision du jury. Cette attente est terrible. Elle est faite d'angoisse, de peur, d'incertitude. On est attentif à tous les bruits parce que chaque bruit peut indiquer que les jurés ont délibéré et que l'on va connaître la sentence. Il commence à faire nuit et un verdict de nuit, c'est encore plus terrible. Ça peut paraître idiot qu'un verdict de jour parce qu'il y a toute la signification de la pénombre, des ombres. Et voilà qu'à un moment donné, une cloche retentit qui signifie que les jurés ont délibéré. La foule entre dans la cour d'assises, s'installe, les jurés prennent place, les magistrats s'installent, le président donne la parole au premier juré qui se lève et qui, à toutes les questions qui ont été posées, Bougrat est-il coupable d'homicide? A-t-il commis un vol? A-t-il dissimulé un cadavre? Répondent oui. Maintenant, il y a la dernière question, celle dont dépend la vie ou la mort. Existe-t-il, oui ou non, des circonstances atténuantes? Le premier juré prend son temps, comme s'il mesurait la gravité de ce qu'il allait dire au nom de ses collègues. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Bougrat? La salle retient son souffle et le premier juré dit « Oui, Bougrat vient de sauver sa tête. Contre toute attente, la guillotine n'aura pas sa peau. Que vont décider maintenant les magistrats du point de vue de la peine? Oh, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Ils peuvent maintenant décider ce qu'ils veulent. La réclusion criminelle à perpétuité, le bagne, Cayenne, l'enfer vert, comme disait Albert Londres. Ils se retirent pour délibérer et le temps de donner l'impression qu'ils ont un peu discuté, ils reviennent et qu'est-ce qu'ils décident? Vous l'avez deviné, ils décident que l'accusé finira sa vie au bagne de Cayenne, en Guyane, l'horrible enfermement, cette peine que l'on avait appelée la guillotine sèche parce qu'on y mourait debout. Et voilà donc que, condamné au bagne, l'ancien héros de la guerre 14-18, l'ancien médecin, entre dans ce qu'on appelle la chaîne, c'est-à-dire la cohorte des bagnards qui, enchaînés et encadrés par l'armée, s'embarquent à bord du fameux bateau, la Martinière, qui va traverser les océans pour arriver jusque sur le fleuve de Saint-Laurent du Maroni, qui conduit très précisément au ponton qui va amener la chaîne des bagnards jusqu'à l'entrée du bagne pour y demeurer jusqu'à la fin de leur vie, car on ne s'évade pas. Très peu ont réussi à s'évader du bagne de Cayenne en Guyane. L'arrivée au bagne est terrible. À partir du moment où l'on franchit la porte de la pénitentiaire, comme on dit, derrière, c'est un rideau de plomb qui tombe. La vie ne sera plus jamais la même. On devient un bagnard. Et il y a là un moment tout à fait essentiel dans la vie du bagnard, c'est l'appel et l'attribution des tâches. C'est ainsi que les bagnards sont dirigés vers tel dortoir. Oh, le dortoir du bagne, c'est quelque chose d'incroyable, hein. C'est un long enchaînement de 50, 60 mètres de lits en béton avec une immense barre de fer qui traverse toute la pièce et qui, le soir, est fermée. Et puis, il y a les toilettes qu'on appelle la chambre d'amour parce que c'est là où
se retrouvent les bagnards qui ont envie de se distraire. Bougra est très inquiet parce que selon l'endroit où on va le diriger, la vie peut être très dure. Son nom vient d'être prononcé par le gardien-chef. Bougra, médecin. À ce moment-là, le gardien-chef marque une pause, regarde Bougra et lui dit « Vous, suivez-moi ». Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on va encore lui reprocher? Le gardien s'éloigne et quand plus personne ne peut les observer, il dit aux bagnards « Approchez-vous, approchez-vous ». Bougra est terrifié, mais d'une terreur incertaine. Il s'approche et le gardien lui dit à l'oreille « Je peux vous parler ?» Bougra lui dit « Oui, bien sûr, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ?» C'est l'horreur. Bougra se demande quelle terrible nouvelle on va lui annoncer. Le gardien le regarde et d'un air pitoyable lui dit « Docteur, si vous saviez, ça fait des années que je souffre, des années que je souffre. » « De quoi ?» lui dit Bougra. « Docteur, j'ai des hémorroïdes et personne ne peut me soigner, personne n'est capable de me soigner. » Oh, Bougra a tout de suite vu la divine hémorroïde. Il propose immédiatement au gardien-chef de le soigner, de s'occuper de lui, de veiller sur ses hémorroïdes comme sur quelque chose de vraiment très respectable, très essentiel. Et il parvient peu à peu à le soigner, à l'apaiser. Et le gardien, très content, le présente au médecin de l'hôpital. Le jour où le docteur Bougra, qui n'est plus docteur, qui n'est plus qu'un bagnard, qui n'est plus qu'un numéro matricule, entre dans ce qu'on appelle l'hôpital du Bagne, il a l'impression de pénétrer à l'intérieur d'un lieu magique, propre, tout nettoyé, sentant l'éther. C'est un autre monde. Bon, et au moment où il pénètre dans le bureau du médecin-chef, le docteur Louis-Émile, il a la stupéfaction devant cet homme de s'entendre appeler par lui « mon cher confrère ». Mon cher confrère. Et voilà qu'une seule phrase qu'il n'a plus entendue depuis des années le réhabilite, le rétablit dans sa propre dignité. Et il se dit que si un homme en position de supériorité est capable de parler comme ça à un collègue déchu, c'est que c'est un brave homme. Quand on donne du respect à quelqu'un qui, selon les lois, n'y a plus droit, alors que selon l'humanité, il y a toujours droit, mais quand on prend la peine, étant en position de domination, de supériorité, de donner de la dignité, ne serait-ce que par une formule, à celui à qui on la refuse, on est forcément un brave homme, un homme noble, au sens de l'humanisme d'antan, un homme noble. Et voilà qu'une relation d'amitié s'établit entre le médecin-chef de l'hôpital, qui entre nous est très content de trouver un collègue qui peut le seconder parce que les maladies pullulent à Cayenne. Et cette relation va permettre à Bougra d'avoir une vie plus heureuse. Notamment, il est à l'hôpital le jour, même si la nuit, il doit impérativement réintégrer le fameux dortoir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au réfectoire, il a droit à un quart de vin. Il faut savoir qu'à l'époque, je le dis en passant, les surveillants de l'administration pénitentiaire, la tansière comme on disait, avaient droit au titre du ministère de la Santé.
au titre de la thérapeutique, à 3 litres de rhum par jour. Vous avez bien entendu, 3 litres de rhum par jour. Autant dire que ceux qui suivaient le traitement étaient difficiles à supporter. Bon, je passe. Bougra, comme il a un ulcère, on peut comprendre qu'il a attrapé un ulcère, ne boit pas de vin. Il garde le vin et il le négocie, car au bagne, tout se négocie. Tout se vend et tout s'achète. Et avec l'argent qu'il récupère de la vente de son quart de vin, il s'achète des vêtements qu'il cache. Il s'achète un petit dictionnaire espagnol, ce qui lui permet d'apprendre l'espagnol quand il a du temps à perdre. Et il trouve aussi, par hasard, et ça c'est une chance, une carte. Alors vous savez, on n'imagine pas à quel point la Guyane, qui est une très belle terre, l'Amazonie, qui est un endroit magique. On a l'impression, quand on arrive en Amazonie, surtout par avion aujourd'hui, et qu'on survole cette terre incroyable, primordiale, qu'on est au commencement de l'humanité. On se dit, si l'humanité de la terre, des végétaux, des animaux existait avant que l'humanité existât, elle devait être comme ça. Tellement c'est foisonnant, bruyant, écologique et cosmique. Donc il regarde cette carte, il voit les endroits, les contrées, et en même temps il se dit que la jungle est impénétrable. Un soir, il est invité à dîner chez le médecin-chef capitaine. Il y a là la bonne société de Cayenne, et à un moment donné, on lui offre un verre de Dubonnet. D'un coup, c'est un peu la Madeleine de Proust. Ça lui rappelle Marseille, ça lui rappelle les bons moments, ça lui rappelle le soleil, ça lui rappelle peut-être aussi Madame Audibert, ça lui rappelle plein de choses. Et il se dit que quand même, ça serait un beau bonheur que de retrouver la liberté, mais il a promis au docteur médecin-chef de l'hôpital du Bagne, il lui a promis de ne jamais s'évader et il ne veut pas revenir sur sa parole. Mais quelque chose qui va se dire dans cette soirée, à la fin du repas, va le délier de son serment. Parce qu'il ne veut pas trahir sa parole. Mais là, au moment où il va partir, une phrase, comme quoi tout se joue avec les mots sur le tapis vert de la vie, une phrase va complètement le délier de son engagement moral. Il apprend que le bon docteur va partir et va être remplacé par un autre médecin. Lequel? Comment sera-t-il? Comment se comportera-t-il? Acceptera-t-il de le garder? Il ne veut pas jouer son destin au hasard d'une rencontre humaine. Du jour au lendemain, s'il tombe sur un médecin-chef agressif, désobligeant, il peut se retrouver dans le bagne. Alors là, il décide de s'évader. Et incroyable mais vrai, alors que toutes les évasions à partir du bagne, à cause côté mer des requins, il y avait tellement de requins qu'on a pu parler des cloches de la Camarde, parce que lorsqu'on jetait un cadavre à la mer et que les cloches sonnaient, là je parle du bagne, des autres bagnes, hein, l'île du Diable où fut enfermé Dreyfus et d'autres îles, les requins venaient au bruit des cloches, paraît-il. Alors il y a aussi la jungle, on peut s'évader par là, rejoindre la mer et essayer sur un bateau de fortune qui en général est brisé par les flots, de s'évader. Bougra, qui revient quand même, ne l'oubliez pas, c'est un élément essentiel pour comprendre la réussite de son évasion, qui revient de 4 années d'enfer, de guerre, de boue, de mort, de tuerie, a connu pire que la jungle, a vécu pire que la jungle. Le froid, la peur, la chaleur, l'horreur, mais rien ne lui fait peur après 4 années de l'enfer de la guerre. Mais la traversée est horrible, horrible. Elle s'accompagne de tempêtes, de bourrasques, parfois d'un vent
horribles, ils sont affamés, ils sont desséchés, quand d'un coup, une espèce de folie de tempête, comme dans un livre, comme dans un film, les précipite sur une plage. Ils ne savent pas où ils sont, ils tombent inanimés, et quelques heures plus tard, des gens autour d'eux sont là qui les réveillent. Ils ne sont pas morts, on leur donne à boire, on les nourrit et on les emprisonne. Ils sont au Venezuela, dans un petit village qui s'appelle Las Piedras. Comme Bougra a, dans sa malle arrière, gardé beaucoup d'argent, qu'il avait pu accumuler grâce à ses quarts de vin vendus, il va pouvoir acheter sa liberté. Ah oui, vous ne savez pas ce que c'est la malle arrière. Vous ne le savez pas. Au musée du Bagne, on voit des malles arrière. J'en ai vu. C'est ce petit objet pas très grand, qui a la forme d'un étui, dans lequel les bagnards cachaient ce à quoi ils tenaient et qu'ils s'introduisaient dans l'anus. Voilà pourquoi cette espèce d'objet dissimulateur s'appelle la malle arrière. Donc il a pu facilement acheter pour lui et pour ses amis sa liberté. Et voilà qu'il s'installe comme médecin dans ce petit village. Et que là, il va se produire quelque chose qui est de l'ordre du roman humain authentique. J'entends par roman humain authentique ce qu'un homme est capable d'écrire de lui-même dans la réalité de son action réparatrice. Il va devenir un Saint-Vincent de Paul des malades. Il va parcourir les collines, les chemins, sous le vent, sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur, pour, sans honoraire, sans aucune rémunération, soigner le pauvre, le plus pauvre, l'encore plus pauvre, à tel point qu'il va acquérir dans tout le Venezuela une réputation de saint laïque. Et quand le 12 janvier 1962, il mourra, 6000 âmes, hommes et femmes, se rassemblèrent devant l'église de Juan Griego, où, de nuit, on célébra ses obsèques. Des collines, des forêts, descendait toute une population qui avait protégé derrière des feuilles de palme les lumignons éclairés. Toutes les collines, toutes les montagnes, comme si les étoiles avaient décidé de jeter leur lumière dans la nuit sur la terre, éclairaient l'ensemble de ce sinistre paysage. Tout un monde est venu accompagner le docteur Bougra, le bagnard, celui contre qui on avait requis le bagne à vie. Toute une population est venue à genoux le remercier, et sur sa tombe on écrivit « À la mémoire de ce médecin français qui a fait ici tant de bien ». Vous pouvez aller sur la tombe du président de la cour d'assises. Vous pouvez la regarder de près. Jamais vous n'y lirez une quelconque inscription de ce type.